Bon, pour être franc avec vous, j'ai rien trouvé de très révolutionnaire dans la thèse d'œsophage en 2018. Euh, bon, voilà, donc il y a ce papier quand même qui est assez intéressant, et qui a donc été publié par l'équipe de David van der Zee à Utrecht, qui est complètement chirurgical, et qui pose la question de savoir s'il faut traiter la trachéomalacie dans le même temps opératoire que la réparation de la trésie d'œsophage. Alors c'est intéressant de deux manières. La première, c'est que, et on a vu le taux de trachéoscopie préopératoire et l'endoscopie préopératoire en France, c'est très peu, 17%, 27%. Donc c'est quand même très très peu, c'est un quart des patients. Alors c'est vrai que c'est probablement des problèmes de disponibilité de l'ORL, mais ce papier repose sur ça avant la réparation de la trésie d'œsophage. Et il dit clairement qu'effectivement une endoscopie préopératoire doit être réalisée, mais c'est ce qui est dicté dans le PNDS. Et en fait, il y a deux choses possibles qu'on peut voir lors de cette trachéoscopie préparatoire, outre la position de la fistule œsotrachéale, c'est comment se comporte cette trachée avant la réparation de la trésie de l'œsophage. Et globalement, il y a deux choses. Soit c'est la paroi antérieure de la trachée, et donc les anneaux qui sont trachéomalaciques et qui donc s'effondrent et vont fermer la lumière trachéale, donc c'est une trachéomalacie. Soit c'est la membrane postérieure de la trachée qui fait protrusion à travers la lumière et qui donc ferme cette trachée. Et donc, dans le deuxième cas, donc où il y a une protrusion de cette membrane postérieure, il pose l'indication d'aller fixer cette membrane postérieure au ligament antérieur vertébral et donc faire une trachéopexie de cette membrane postérieure à la vertèbre, donc dans le plan prévertébral ici. Donc c'est 9 patients, donc une bronchoscopie pré-op et donc une protrusion de cette membrane postérieure. Et donc sur les 9 patients, en 2017, 4 ont eu cette trachéopexie dans le même temps que la réparation de la trésie d'œsophage, avec donc sur ces 4 des suites parfaitement simples, et donc un enfant qui est dit totalement asymptomatique, en tout cas du point de vue de la trachéomalacie. Alors pour ceux qui suivent, c'est un débat en ce moment sur la protrusion de cette membrane postérieure de la trachée et cette trachéopexie postérieure sur le corps vertébral. C'est très débattu en ce moment. Certaines personnes disent que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas besoin de le faire. Et donc l'équipe d'Utrecht chez David van der Zee est donc très défenseur de cette technique. Et donc va volontiers effectivement proposer ça. Si ce n'est pas fait dans le premier temps, c'est fait dans un second temps chez les enfants qui sont très symptomatiques du point de vue de la trachéomalacie. Et donc, s'il y a une protrusion de cette membrane postérieure, il pose l'indication de la trachéopexie postérieure. Est-ce qu'il y en a qui ont l'expérience ici ou, je pense aux pneumologues qui font effectivement ou aux ORL qui font les endoscopies de suivi des patients opérés à trésie d'œsophage. Non ? Bon, voilà. Donc ça, c'est un papier intéressant parce que je pense que c'est très débattu en ce moment. Il y a beaucoup de discussions là-dessus au point de vue international. Il y a un Américain qui y croit ferme, qui y croit beaucoup et qui en fait énormément, beaucoup plus qu'un taux normal d'orthopexie. On a vu que les orthopexies, c'est quand même très peu de cas dans les centres. Et donc, en revanche, lui, alors je ne sais plus de quel centre il est, mais il fait des trachéopexies postérieures, c'est comme ça que ça s'appelle. Il en fait très 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 souvent avec des excellents résultats. Et donc il y croit dur comme fer. Donc hormis ce papier que j'ai trouvé assez novateur, oui. Il le fait dès que l'enfant est trachéomalacique et non. Tu parles de David van der Zee ? Non, l'américain, il le fait très souvent dès que le patient est trachéomalacique et qu'il est symptomatique. Et David le fait qu'en cas de protrusion de la membrane postérieure, en première intention dès la réparation de la trésie d'œsophage, donc quand il y a cette donnée-là sur la trachéoscopie préopératoire. Tu parles de l'américain qui le fait assez souvent ? Ah bah c'est des enfants qui sont symptomatiques, qui font des décompensations respiratoires fréquentes, qui sont hospitalisés, qui sont encombrés de façon chronique, etc. etc. Ah non, c'est pas qu'un stridor, évidemment. Non, c'est une vraie symptomatologie respiratoire. Alors ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de ce papier
évidemment. Donc, 4 cancers. C'est intéressant de lire le papier parce qu'il y a l'histoire donc, des patients qui ont été... qui ont donc eu et qui ont présenté donc, ces cancers. Donc 3 squamous cell carcinoma donc, à 42 ans chez un monsieur qui avait été opéré d'un type C sans malformation associée. À 45 ans dans un type A, donc un long gap avec une association VAC-TERL. Et à 36 ans pour un type A qui avait eu une élongation type livatidis. Et puis un adénocarcinome colique sur un remplacement œsophagien chez un patient qui avait donc eu, qui avait aussi une association VAC-TERL. Et donc c'est l'occasion, effectivement, donc ce papier a été publié dans World Journal of Gastroenterology donc très très récemment, en mars 2018. Et c'est l'occasion évidemment de revenir sur les recommandations de l'EBSGAN, il en parlait tout à l'heure Frédéric, donc avec ces 2 statements 7 et 35, donc, où il recommande l'endoscopie de façon systématique chez les enfants asymptomatiques opérés d'atrésie de l'œsophage, donc une pendant l'enfance après avoir arrêté le traitement par IPP, un avant l'âge de 10 ans et une avant la transition enfant-adulte. Et puis ensuite, effectivement, donc, le 35, l'endoscopie de routine avec les biopsies des 4 cadrans, tous les 5 à 10 ans ensuite à l'âge adulte. Je vous invite à parcourir ce papier. Il y a 35 ou 36 statements. C'est hyper intéressant. Alors après, on en fait ce qu'on veut. Hein. C'est des guidelines. Ça a été écrit par un panel d'experts, etc. Bon, voilà, vous avez les références ici. Ça a été publié donc, en 2016. Donc ça a 2 ans. C'est vrai que ce n'est pas un papier de 2018. Mais je pense que c'est important effectivement de revenir dessus et de l'avoir un petit peu en tête. Et puis très rapidement, parce que je suis chauvin et que donc c'était le Congrès européen la semaine dernière donc à Paris. Ce papier, pas publié donc encore, mais qui a fait l'objet d'une communication et qui a étudié donc la qualité de vie des enfants opérés d'atrésie de l'œsophage à 8 et 12 ans en utilisant donc le PET-SCOL, donc celui-là, je vous rappelle, donc c'est juste et donc qui a regardé le score en comparant avec les normes. Donc c'est une étude allemande, donc en comparant avec les normes allemandes pour des enfants sains, et qui montre qu'effectivement, à 8 ans, ce score est nettement différent, avec un score inférieur donc, pour les enfants opérés d'atrésie de l'œsophage, et ça de façon significative, et qui ensuite, cette différence qui s'efface à l'âge de 12 ans, donc avec une amélioration effectivement de la qualité de vie de ces enfants à l'âge de 12 ans, enfin quand ils grandissent finalement. Voilà, c'est une étude de qualité de vie, une parmi tant d'autres, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant. C'est pareil, hein, l'interprétation en est parfois un peu difficile. Les qualités de vie, les études de qualité de vie, il n'y a pas de trucs spécifiques liés à l'atrésie de l'œsophage. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'études effectivement qui sortent sur la qualité de vie des enfants opérés d'atrésie de l'œsophage ou d'autres malformations d'ailleurs. Si je peux me permettre, merci beaucoup Arnaud, un complément, il y a une nurse de Göteborg qui a fait sa thèse de science sur la qualité de vie dans l'atrésie de l'œsophage et il y a plusieurs papiers dans la littérature elle a développé un outil spécifique de qualité de vie à l'atrésie de l'œsophage avec des items sur la dysphagie, les blocages. Donc cette échelle est validée sur le plan méthodologique et pour le moment elle est validée en allemand et en suédois. Et du coup, via ERNICA, le RN là, dont je vous parle, le network européen, il y a un projet de le valider dans les principales langues, le français, l'espagnol, le hollandais, puisque le chef d'ERNICA, c'est un hollandais, donc c'est une langue... voilà. Mais ça va être et l'anglais, bien sûr, puisqu'elle n'est pas... Donc je pense qu'on aura dans les 2 années qui viennent une échelle de qualité de vie spécifique, validée avec une méthode assez blindée, spécifique à l'atrésie de l'œsophage, à la différence de ces PET-SCU qu'on utilise dans tous les trucs. Là, un peu de pneumo. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous présenter les meilleurs articles de l'année, on va dire, sur le plan respiratoire. Donc j'en ai sélectionné 2. Le premier finalement il est presque plus ORL que pneumo. On en a déjà
un petit peu parlé. Il porte sur les malformations laryngotrachéales. Donc c'est cet article qui a été publié au tout début de l'année, et vous allez penser que c'est du chauvinisme aussi. Donc on a déjà pas mal parlé de trachéomalacie, de fibroscopie dans le même temps opératoire. Cette fibroscopie, elle va être intéressante pour évaluer l'intensité de la trachéomalacie, mais aussi pour diagnostiquer et évaluer la présence de malformations laryngotrachéales associées. Et donc cet article s'est intéressé à leur prévalence et à leur impact sur la morbidité dans les premières années de la vie. Donc finalement, ce sont les données du registre. Donc c'est un zoom un petit peu sur les données que vous a présenté Ronisphère tout à l'heure. Des enfants nés entre 2002 et 2014, un an de suivi, et puis on a recueilli les données du registre. Donc là, on s'est intéressé aux enfants qui ont bénéficié d'une fibroscopie laryngotrachéale. Et donc ça concerne 158 enfants, donc 62% de garçons, type C dans 87% des cas. Atrésie isolée dans 43% des cas, associée à d'autres malformations ou syndromiques dans une grosse moitié. Donc une fibroscopie réalisée juste avant l'intervention ou en péropératoire dans près de 80% des cas pour ces enfants. Sans surprise, donc sur ces fibroscopies faites en période néonatale, une trachéomalacie mise en évidence dans près de 90% des cas, ce qui est quand même un taux plus élevé que ce qu'on retrouve dans la littérature. Pourquoi ? Parce que la fibroscopie est faite de façon systématique, avec un collapsus moyen de 70%, et puis quand même un collapsus complet chez certains enfants. Et donc une prévalence de malformation laryngotrachéale de 27% sur cette série, ce qui est plutôt supérieur au papier qui était sorti jusqu'à maintenant. Alors, quelles malformations ont été mises en évidence ? Un diastème chez 18 enfants, donc sur 43. Un diastème laryngé, quand même de grade 3 et 4 pour 4 enfants. Une laryngomalacie associée pour 14 enfants. Une paralysie des cordes vocales. Alors, est-ce qu'il y a un lien aussi avec la période néonatale immédiate, les intubations ? En tout cas, une paralysie pour 7 enfants. Et une sténose sous-glottique pour 11 enfants. La fibroscopie, elle a aussi permis de diagnostiquer finalement des types B et des types D pour 8 enfants, avec la mise en évidence d'une deuxième fistule ou d'une fistule, une fistule supérieure. Ensuite, donc, on s'est intéressé aux détresses respiratoires, aux suites néonatales immédiates, et d'abord aux détresses respiratoires post-opératoires. Donc là, on reprend tous les enfants qui ont été inclus dans cette étude. 33 présentaient une détresse respiratoire post-opératoire, et sur ces 33, il y en a 19 qui avaient une anomalie des voies aériennes. Donc plus de la moitié de ces enfants. L'autre proportion était représentée par les enfants qui faisaient un pneumothorax ou qui avaient une malformation cardiaque associée. Donc sur ces 19 enfants, là encore on zoome un petit peu. Quelles anomalies des voies aériennes étaient présentes ? Une trachéomalacie chez tous les enfants. Et puis quand même dans des proportions non négligeables, une sténose sous-glottique, un diastème. Enfin, l'évolution dans les 2 premières années de la vie. Les enfants, donc l'ensemble de la population, pas uniquement les enfants qui avaient des malformations laryngotrachéales, avaient des symptômes respiratoires chroniques pour quasiment 2/3 des cas. Les malaises graves du nourrisson étaient notés donc, dans les 2 premières années, surtout dans la première année pour 21 enfants, donc toujours en lien avec une trachéomalacie, avec une corrélation au degré de collapsus trachéal mis en évidence sur la fibroscopie initiale. Et on a un petit peu parlé de mortalité tout à l'heure. Sur cette population, finalement, effectivement, une prévalence plus faible de décès que ce qu'on peut voir dans la littérature, puisque 4% de décès, et on a parlé des malformations cardiaques, c'était majoritairement les enfants qui avaient des malformations cardiaques associées. Sur ces données de morbidité respiratoire, finalement, il n'a pas été mis en évidence d'association entre malformation laryngotrachéale et morbidité au-delà de la période néonatale. Pour autant, ces malformations ont été opérées quand même dans une grosse proportion, puisque 35 sur 43 ont été opérées.
On vient de parler d'aorthopexie. 10 enfants ont eu une aorthopexie, donc bon, c'est pas précisé, mais je pense que c'est une aorthopexie antérieure. La fermeture de la deuxième fistule, le cas échéant, pour les 8 enfants qui est concerné. Et puis le diastème laryngé, 11 enfants sur 18 ont quand même eu une fermeture de diastème laryngé. Donc la conclusion sur cet article que vous aviez dont vous aviez probablement déjà connaissance, c'est finalement de revenir sur les intérêts multiples de la fibroscopie péropératoire en période néonatale immédiate. Évidemment, elle va permettre de mesurer le degré de trachéomalacie, mais elle va aussi permettre d'éliminer une malformation laryngo-trachéale associée. Vous avez vu que sur les données de notre registre, finalement, elle est quand même présente dans une proportion non négligeable. La diagnostiquer, c'est aussi peut-être pouvoir la prendre en charge rapidement, pourquoi pas en période néonatale, de façon concomitante à la chirurgie. Et on a vu que cette malformation, elle va entraîner une morbidité post-opératoire qui est plus importante. Donc la prise en charge peut être différente dans les services de néonat. Elle va permettre de localiser et d'éliminer une deuxième fistule. Et puis elle peut permettre de positionner la sonde d'intubation, là encore pour les suites néonatales. Donc il y a de plus en plus de papiers qui insistent sur l'intérêt de cette fibroscopie péropératoire, et puis le PNDS également. Voilà, je ne sais pas si peut-être s'il y a des discussions. Vous avez tous entendu? Je dirais pas la planète. Non, mais je veux dire, le cas de paralysie laryngée préopératoire, pour moi, est capital. Je sais que je vais me faire quelques ennemis chez les médecins, mais vu son importance, et vu les pratiques dans d'autres pays, je me demande quand même si on ne doit pas apprendre à faire cette fibroscopie préopératoire, nous, chirurgiens, parce qu'on ne va pas exiger aux ORL, à tout le monde d'avoir une ORL sous la main. Et pour moi, c'est une info indispensable. Ou un autre endoscopiste qui se forme, ou un pneumologue, ou un gastropédiatre, mais je pense que c'est vraiment indispensable à la fois. Finalement, je suis moins au fait que Reni sur cet article. Dans la description, non, en tout cas, de l'article. Après, je ne sais pas si ça a été regardé et non publié. Il y a eu des traitements du diastème pré-opératoire pour les 0 et 1, des petits coups de laser. Mais les grosses reconstructions, c'est après l'atrésie. Mais je n'ai pas de détails sur les résultats de cette rétablissement de continuité, par exemple. Non. Non, en tout cas, ça ne ressort pas comme difficulté ou comme... Non, non. Cette patient, elle est donc grade 1 et 0, Voilà, c'est... Il y avait 8 grades 1 sur 18. J'ai une question là sur l'endoscopie péropératoire. Bien sûr qu'il faut la faire, c'est évident. On a fait des fibroscopies et puis des endoscopies au tube rigide. J'ai l'impression qu'on voit quand même mieux en trachéoscopie au tube rigide qu'en fibroscopie. Je veux savoir quelle est l'expérience des uns et des autres et quelle technique ils préfèrent. En fait, c'est ce qui... Non, mais enfin, effectivement, c'est ce qui est décrit, c'est-à-dire que faire au moins une fibroscopie tube souple permet en tout cas de
faire un dépistage, on va dire. Et puis, par contre, ce que décrivait, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ce qu'il décrivait bien, c'est que sur les 160 enfants, là, en fait, il faisait un tube souple en ventilation spontanée, donc par exemple en préopératoire, pardon, et puis il confirmait, pour le coup, au tube rigide, soulager s'il y avait un doute sur un diastème, pour pouvoir visualiser, par exemple, l'étendue de la malformation. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui est fait, en tout cas à l'heure actuelle, par Pierre Fayou. Si j'ai le temps. Alors du coup, pour le deuxième, là je fais un bond dans le temps. Je voulais parler de cet article qui s'est intéressé à l'évolution respiratoire fonctionnelle chez les enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage, et notamment sur leur capacité à l'effort. Donc on s'intéresse de plus en plus à la morbidité respiratoire à long terme des enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage. Cette morbidité, on peut l'évaluer sur le plan clinique à l'interrogatoire. Finalement, on a parlé tout à l'heure de cet enfant qui a fait plusieurs épisodes infectieux respiratoires. Les enfants peuvent avoir des symptômes chroniques. Et puis, assez souvent, les enfants vont décrire une dyspnée d'effort qu'on évalue en pratique, en consultation, en essayant de la mesurer sur des échelles analogiques. Mais ça reste subjectif et assez imparfait. L'évaluation fonctionnelle de ces enfants-là, en grandissant, elle est essentielle. Donc on a de façon plus facile l'évaluation fonctionnelle de repos avec les explorations fonctionnelles respiratoires qu'on peut faire au pire, si je puis dire, à partir de 6 ans, au mieux même un petit peu avant, à partir de 4-5 ans. Ça nous permet d'évaluer le degré d'obstruction, d'évaluer s'il y a une restriction. Et puis, à l'heure actuelle, on a peu de données sur l'évaluation fonctionnelle à l'effort chez ces enfants-là. Les données dont on dispose sont des études très anciennes sur très peu d'enfants, une vingtaine au plus. Elles ont des résultats qui sont hétérogènes, mais a priori, il semble quand même y avoir une diminution des capacités à l'effort chez les enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage. Donc cette étude, c'est une étude menée aux Pays-Bas, prospective, sur 8 ans, qui a évalué à l'âge de 8 ans les enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage, donc sur le plan fonctionnel, avec une EFR de repos et une épreuve d'effort cardio-pulmonaire. Donc au repos, les enfants ont tous, quasiment tous, fait une spirométrie et puis eu une plétismographie. Pour certains, une évaluation après bronchodilatateur, je reviendrai dessus juste après. Et puis, c'est assez intéressant, les enfants ont tous eu une mesure de DLCO, donc un reflet de la diffusion alvéolo-capillaire, et puis une mesure de fraction exhalée de NO. Alors donc ça, je voulais juste remettre pour les non-pneumologues, une courbe des bivolumes normale et cet aspect caractéristique qu'on a chez les enfants qui ont une obstruction proximale, donc une trachéomalacie persistante. C'est pas systématique, mais on a cet aspect de plateau sur la courbe expiratoire qui parfois peut être retrouvé sur la courbe inspiratoire. L'évaluation à l'effort, donc là les auteurs ont utilisé l'évaluation selon un protocole qui est le protocole de Bruce, qui est assez anciennement décrit, qui est une épreuve d'effort cardio-pulmonaire maximale réalisée sur un tapis de course et qui a l'avantage d'être standardisée avec des normes en fonction de l'âge chez les enfants. Donc c'est une épreuve qui se fait par palier croissant de vitesse sur le tapis roulant et puis de pente du tapis roulant. On évalue l'enfant donc jusqu'à un exercice maximal, donc il a atteint sa fréquence cardiaque maximale, il a une asthénie intense, et on mesure la durée de l'effort, des paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque, la saturation, et puis on évalue à partir de cette interface la consommation maximale d'oxygène qu'on appelle la VO2 maximale, qui est le reflet de l'aptitude aérobie. Et donc, en fait, quand l'enfant est à VO2 maximal, on mesure le temps mené à une endurance maximale avec des normes dont on dispose en fonction de l'âge.
Donc vous voyez, par exemple, pour comprendre, en fait, quand l'enfant est à VO2 maximal, s'il a 4 ans et que c'est un garçon, au palier 5, il va pouvoir passer près de 6 minutes à ce temps, en endurance à cet effort. Donc là, on a les données pour 63 patients. Donc je vais passer très brièvement sur les données de population. Donc un type C dans 86% des cas, une thoracotomie à la naissance 90% des cas, des enfants qui étaient hospitalisés pour un tiers des cas pour un phénomène, on va dire, infectieux respiratoire dans la première année de vie. Des enfants qui étaient décrits comme ayant une trachéomalacie symptomatique pour 40% des cas. Alors ça, c'était probablement une faille de l'article. C'est probablement pas assez précis, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont retenu uniquement les enfants qui avaient des symptômes au quotidien, un bruit respiratoire chronique, une toux chronique, ou qui avaient cet aspect en plateau sur la courbe des volumes. En tout cas, chez ces enfants âgés de 8 ans, il y en avait quand même 80 qui avaient une activité sportive régulière. Et donc, quasi la totalité ont eu EFR de repos et épreuve d'effort. Pour les EFR de repos, tous n'ont pas eu de test au bronchodilatateur. Pourquoi ? Parce que certains enfants avec une trachéomalacie ne tolèrent pas les bronchodilatateurs. Ce qui a été mis en évidence, c'est quand même une tendance à un trouble ventilatoire obstructif, avec ici un VEMS quasiment de façon significative en dessous de la norme attendue pour l'âge, et puis un DEM 25-75 pour le coup inférieur aux enfants du même âge, avec un certain degré de réversibilité. Et puis un trouble ventilatoire restrictif, ou en tout cas une diminution de la CPT moyenne, sans pour autant nécessairement que ça passe sous le seuil qu'on se fixe de 80% pour parler de restriction. Et puis de façon, je trouve finalement intéressante, ces enfants n'ont par contre pas d'autres anomalies associées des EFR, et notamment ils ont une DLCO, donc un reflet de la diffusion alvéolo-capillaire qui est normal, et un FeNO normal, donc en fait pas de marqueur, pas de stigmate d'inflammation des voies aériennes sur les EFR. Donc l'épreuve d'effort maintenant, ce qu'ont montré les auteurs, c'est effectivement une diminution chez les enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage du temps d'endurance maximale moyen, comparativement à la population générale. Et puis quand même chez 9 enfants, donc quand même âgés de 8 ans, une désaturation lorsqu'ils étaient à l'exercice cardio-pulmonaire maximal. Ce temps d'endurance maximale, il n'était pas associé à l'obstruction bronchique sur les EFR de repos, pas associé à la DLCO qui était de toute façon normale chez ces enfants, ni aux manifestations respiratoires chroniques, et pas non plus associé à si l'enfant faisait ou non une activité physique. Enfin, il n'était pas associé aux symptômes relevés de RGO. Par contre, le temps d'endurance était diminué chez les enfants opérés d'un long gap sans fistule, chez les enfants qui avaient une diminution de la CPT, là encore sans que ça passe sous le seuil de restriction, et chez les enfants qui avaient un rapport poids sur taille augmenté. Alors ça m'a un peu surpris, je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'enfants avec un poids sur taille augmenté, un BMI augmenté. En tout cas à 8 ans, je pense que c'est pas ce qu'on a le plus dans nos populations. Voilà, et la dernière chose, et j'en ai quasiment fini, c'est que ce qu'on pourrait regretter, c'est que finalement, enfin en tout cas ce qu'on peut se dire, c'est que ces enfants qui ont une endurance finalement diminuée par rapport à la population générale, finalement on ne sait pas évaluer la part dans cette endurance diminuée de la désadaptation à l'effort qu'ils ont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une maladie chronique, ils sont multi-hospitalisés, ils sont peut-être un peu, si je puis dire, surprotégés par leur entourage familial. Et donc finalement, peut-être que c'est uniquement ça qui explique les difficultés à l'exercice chez ces enfants. Voilà, donc en conclusion, la capacité à l'effort apparaît diminuée chez l'enfant opéré d'atrésie de l'œsophage, sans que ce soit expliqué par les anomalies fonctionnelles pulmonaires de repos. On peut se poser la question des symptômes respiratoires chroniques et de leur rôle dans cette évolution à plus long terme, du rôle de la trachéomalacie, d'un asthme associé. Donc là, les données concernant la fraction exhalée de NO qui était normale n'iraient pas forcément dans ce sens. Et puis on peut se poser la question de la part de la désadaptation à l'effort. En tout cas, c'est une étude qui
donne envie d'en faire d'autres parce qu'on a vraiment peu de données chez ces enfants. Et puis peut-être on aurait envie de prolonger, de voir ce qui se passe au-delà de 8 ans chez l'adolescent et puis même chez l'adulte. Voilà.